Salut, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Nastros à Strasbourg. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est lundi, donc la boutique est fermée et je profite que la boutique soit fermée pour sortir la table et le matos. Samedi, quelqu'un est venu m'apporter non pas un mais 2 tubes. Et puis bon, vous les voyez là, c'est pas des petits tubes. Nous avons ici un 200 par 1000 de Skywatcher et juste à côté, arrive à le voir pas trop, un Max 180. La personne les a achetés en occasion et il veut les faire juste réviser. Donc j'ai déjà jeté un coup d'œil sur les deux instruments. Ils ne sont pas poussiéreux. Et là, c'est la vérification de la collimation. Donc j'ai déjà aussi jeté un petit coup d'œil aux 200 par 1000. Généralement, les Max ou TOF, ils se décollimatent pas si on n'y touche pas. Donc, je croise les doigts pour qu'ils ne soient pas décollimatés parce que ça va me demander un petit peu plus de minutie seulement. On m'a déjà demandé en commentaire si je pouvais faire une vidéo pour la collimation des Max ou TOF. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué la collimation des Max ou TOF. C'est pas compliqué à faire, c'est compliqué à filmer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas filmer comme ça, avoir l'œil et puis enfin je veux dire c'est particulier. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut être centré, c'est tout. Voilà, pensez au centrage. Si vous avez, puisque votre chemin optique, quand vous allez avoir la lumière de l'astre qui rentre dans le tube, son objectif c'est d'avoir un point, le point de focale, le point où la lumière va se concentrer. Donc, si forcément vous avez une espèce de déviance sur les déviances, si les miroirs ne sont pas collimatés, donc s'il y a un petit décalage, forcément, bah, votre point de focale, il se fait pas là où il doit être. Donc, l'objectif, c'est que si tous les miroirs sont concentrés, sont centrés entre eux, la lumière, elle est centrée aussi. Donc voilà, petite vidéo de chill aujourd'hui, je sais pas, parce qu'en fait d'habitude pour le week-end de Pâques, puisque je risque de sortir cette vidéo sur le week-end de Pâques, je sors pas de vidéo. Et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui, surtout que j'ai un autre truc à faire sur un 150-750, juste après. Cette année le Pâques tombe plutôt, elle tombe tôt, tombe fin mars. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment est déterminée la date de Pâques ? La date de Pâques, elle est donc déterminée par rapport au cycle lunaire. Alors vous allez me dire, bah oui, moi je le sais. Peut-être que la plupart d'entre vous ne le savent pas. Parce que parfois, le week-end de Pâques tombe en avril, parfois il tombe en mars. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit, qu'on a la date de Pâques en fin mars. Hein. Voilà, ce sont des choses, ce sont des cycles. Le week-end de Pâques est déterminé par rapport à la première pleine lune de printemps. C'est toujours le week-end qui suit la première pleine lune de printemps. Alors, il ne faut pas que ça tombe le week-end, le même week-end qu'une pleine lune. C'est-à-dire que si la pleine lune tombe sur un week-end, ce sera le week-end qui suit. Donc le printemps, c'est le 20 mars. Oh, Cheshire. Ça c'est le Cheshire de Skywatcher, truc tout basique. Celui-là, c'est un cadeau. Vous aviez dû le voir dans ma vidéo. Celui-là, c'est Rémi qui me l'a offert. C'est l'oculaire de collimation de chez Takahashi. Vous allez donc avoir le printemps qui tombe le 20 mars et il faut donc déterminer à quand tombe la première pleine lune qui suit le 20 mars. Ça tombe le 19, ça marche pas. Ça tombe le 21, ça marche. Et cette année, la pleine lune, ah ben en plus, ça tombe aujourd'hui, on est lundi, 25 mars, la pleine lune, c'est aujourd'hui, c'était ce matin, très tôt. Donc, le week-end qui suit, c'est le week-end de Pâques, c'est donc bien ce week-end. Les cycles lunaires font en moyenne 29 jours. Un mois, à part le mois de février, c'est 30 ou 31 jours. Ça veut dire que chaque année, vous allez avoir un décalage des cycles lunaires, la pleine lune, nouvelle lune, quartier lune, enfin chaque phase, gibbeuse, croissant, mais on va prendre la référence de la pleine lune. Vous allez avoir un décalage d'environ une semaine, plus tôt. Ça veut dire que si je regarde maintenant pour 2025, la pleine lune ne tombera pas fin mars. On a la pleine lune de mars qui va tomber mi-mars. Ça veut dire que juste avant, elle va tomber, la pleine lune de mars tombera juste avant le printemps. Ça veut dire que on commence le printemps avec le dernier croissant de lune. Et puis on a la nouvelle lune. À avril, du coup, il faudra attendre le premier croissant de lune. Et on a la pleine lune qui va tomber, c'est mi-avril. Sauf que ça tombe un week-end.
Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas avoir le week-end de Pâques si la pleine lune tombait ce week-end. Donc, il faut attendre une semaine supplémentaire pour qu'il y ait Pâques. Et donc, l'année prochaine, Pâques tombera le 20 avril. Donc, cette année, ça tombe super tôt. Et l'année prochaine, ça tombe super tard, au plus tard. Mais c'est surtout que ça va déterminer les autres fêtes religieuses. L'Ascension et la Pentecôte. Cette année, je ne sais pas si vous avez vu, mais le mois de mai, vous avez tous les fériés qui se suivent. Hein. Je crois qu'on a le 8 mai et l'Ascension qui tombe vraiment juste l'un après l'autre. Hein. C'est mercredi et jeudi. Posez, si vous ne travaillez pas le samedi, vous posez votre vendredi, vous avez un week-end de 5 jours. Et l'année prochaine, bah, c'est autre chose. Vu que toutes ces fêtes sont liées à la date de Pâques. Donc cette année, on a tout le mois de mai qui est rempli de jours de fériés. On n'en a pas en juin. Et l'année prochaine, on a l'Ascension qui tombe, du coup, comme la date de Pâques est super tard. On a l'Ascension qui tombe fin mai. Et on a la Pentecôte qui tombe le 8 juin. Et ce qui est super intéressant, si vous aimez un peu comme moi l'horloge astronomique de Strasbourg, l'horloge astronomique de Strasbourg, elle est exceptionnelle sur pas mal de points. Mais il y a la partie, donc quand vous êtes au rez-de-chaussée, vous avez le calendrier, vous avez le globe à l'avant, vous avez bien sûr les heures des levées et couchers du soleil avec les éclipses au centre, et vous avez à droite et à gauche les mécanismes assez exceptionnels et d'une précision qui à l'époque quand je suis gay les a créés extrêmement précis. Un petit bijou d'horlogerie, le compute ecclésiastique et les équations lunaires et solaires. Les équations lunaires et solaires vous permettent de déterminer les cycles lunaires et donc cycles lunaires également les éclipses. Le compute ecclésiastique, il fonctionne une seule fois dans l'année. À la nuit de la Saint-Sylvestre, quand il arrive du coup ce mécanisme de changement, l'horloge calcule mécaniquement la date de Pâques. Ça veut dire qu'il y a des engrenages qui vont déterminer à quand tombe le printemps et par rapport à cette date de printemps, va avec les équations lunaires et solaires, va déterminer la pleine lune et il va donc après le compute calculer à quand tombe la date de Pâques. Et ça c'est juste exceptionnel. Mais mathématiquement ce sont des choses qui se font, voilà, tu peux le faire mathématiquement, mais sur des engrenages mécaniquement sans informatique. Ça c'est quelque chose de révolutionnaire et c'est ça qui est beau en fait dans l'horloge astronomique. Et pour l'avoir vu en route, ce mécanisme, c'est un truc de dingue. Je suis dégoûtée d'avoir perdu du coup toutes mes vidéos dessus parce que c'était ouf, Peut-être la finir, il faudrait peut-être que je commence ma colline, non? Voilà, et en fait, si ça vous intéresse, il y a des super bouquins, encore des Ungerer qui détaillent les mécanismes. Peut-être que certains les ont scannés pour les mettre sur internet, j'espère. Je pourrais vous trouver, si j'arrive à trouver ça, je vous mettrai un lien en descriptif. Mais c'est vraiment fascinant. Voilà, donc j'avais vu que cette collimation, donc le 200 par 1000, parce qu'il faut que je me lève, ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je sois un peu plus haut ou un peu plus bas. Oh. D'habitude, on met le tube avec le porte-oculaire à la verticale, mais j'ai un serrage annulaire ici. Ouais. Donc voilà. Ouais, dans le coltard. Hein. Le secondaire a l'air bien. Alors par contre, moi il me faut lunettes et pas lunettes, donc ça va se jouer. Donc on va... Ah bah les vis sont déjà desserrées. Ah les vis de serrage étaient déjà desserrées, donc ça va vraiment jouer sur le... Ah j'ai pas le bras assez long. Voilà. Ah bah voilà, ça va être rapidos. Ouf ouais, effectivement il n'est pas du tout dedans. Alors en fait c'est un peu embêtant avec les tubes un peu plus longs, le 1200 de focale, le 250-1200 là, mon Dobson 250. C'est une galère pour collimater, il faut être deux. Un sur l'œil et un qui est au niveau de la colline. Là j'ai l'œilleton, et là je remonte. Alors si je remonte, voilà. On peut pas remonter, il faut jouer avec deux axes. Et voilà, petite colline impeccable. Oh, il est pile poil dedans. Alors, je vais regarder quand même. Le secondaire a l'air bien aussi. Hein.
secondaire a l'air bien. Alors moi j'aime bien toujours vérifier avec le Taka. Ça reste bien droit au moment du test de la sortie, donc voilà, cela. J'ai poussé le 200 par 1000, c'est parti pour le MAC. C'est un beau bébé, hein. Là, moi, surtout, ce que je vais vérifier, si j'ai l'occasion avec les étoiles directement, c'est la molette de mise au point. C'est une MAC 180 et en fait, la molette de mise au point, elle est connue chez les MAC 180 de Skywatcher pour avoir des petits soucis. Déjà là, elle est super dure. Donc, j'ose pas trop forcer. J'y vais vraiment en douceur. Elle n'a pas été utilisée pendant un petit moment. Mais il faudra quand même que je teste sur les étoiles. Alors, pour les Max Outov, enfin, tout ce qui est Schmidt Cassegrain, Max Outov, généralement le mieux, bah ouais, c'est sur une étoile. Moi, je vais checker comme ça pour au moins vérifier que tout soit concentrique. Mais j'ai pas d'étoile. Enfin, j'ai une étoile artificielle, mais il me faudrait 30 mètres de long. Il faut constater que je ne l'ai pas. Le mieux, c'est effectivement de le faire sur une étoile. Donc si ce soir, j'ai un ciel qui me permet de tester le Max 127, je sors une grosse monture, une EQ6. Enfin, on a la EQ6 Air Pro qu'il faut qu'on fasse tourner pour les courroies. Donc, on peut sortir la EQ6 Air Pro sur le balcon et je peux checker la collimation. Ce qu'il faut faire, c'est déjà donc vérifier que l'étoile soit ponctuelle. Il faut vérifier au moment où justement vous allez faire votre mise au point, ça va se dédoubler, hein. Vous aurez les doubles miroirs, puisqu'il y a un miroir ici, miroir primaire, et au niveau du ménisque, vous allez, ou de la lame de Schmidt, si c'est un Schmidt Cassegrain, vous avez également un miroir à l'avant, et donc l'image sera à l'arrière. L'objectif, c'est qu'au moment où vous allez tourner la molette pour la mise au point, vous voyez en fait tous les cercles qui vont s'ouvrir, et l'objectif, c'est de vérifier qu'ils se referment tous en même temps. Vous le faites plusieurs fois, vérifiez, c'est minutieux. Faut ouvrir, faut refermer, faut ouvrir dans les deux sens. Hein. Vraiment, faut aller... et donc, ça demande un petit peu plus de minutie. Pour la collimation, ça se joue là. Vous avez toujours ici... si vous avez un Mac et que vous ne savez pas le faire, ne le faites pas. Il se dérègle beaucoup moins que les Newton. Donc là, spécifiquement, le Max Outov, il n'a pas dû être décollimaté, sauf s'il y a touché. Et au peu que je vois... il n'y a pas de trace de clé Allen qui a été utilisée sur ici les vis. Hein, ce sont des vis en clé Allen. Il n'y a pas de marque. Donc il n'a pas dû y toucher. Donc là, je vais vite vérifier le Mac et on passe derrière au deuxième Newton qu'on va voir ensemble. Il y a carrément tout un démontage par contre sur celui-là. Vous le voyez peut-être déjà, voici ce qui ne va pas. La peinture, elle s'est complètement en fait effritée. Ah ouais, elle part de... En fait, elle part... on frotte un tout petit peu et... Alors, j'avais jamais eu ça avant. Le tube est neuf. Et la personne m'a contacté, elle m'a dit... d'emblée, en fait, on l'a ouvert et il y avait un problème au niveau... donc, ils m'ont envoyé les photos... au niveau de la peinture à l'avant, ça rentre en garantie. Donc, mon objectif, c'est de le changer. Et pour le changer, il m'en faut un deuxième. Parce que la pièce, je suis pas sûre qu'elle existe. Surtout qu'en fait, en plus, il n'y a pas que cet endroit-là où il est en train de s'effriter. C'est vraiment, je vois qu'à plusieurs endroits, il est en train de partir alors que celui-là, il est impeccable. Il y a les vis à dévisser de chaque côté. Lui donner un petit coup de dépoussiérage aussi à celui-là. Reswitcher et c'est parti. Ce que je vais faire également, c'est que comme j'ai le tube avec moi, je vais vérifier la collimation. Je vais vérifier au niveau du porte-oculaire. Ici, la vis. Oh, le bien en fait, hein, voilà. C'est fini pour l'atelier, pour les ateliers de ce matin. J'en profite également pour vous dire que là, ce début de semaine, on a eu des
alertes aurore boréale, bah, c'est vrai qu'on est sur le pic de l'activité du soleil. Donc en ce moment, ça pulse quoi. On nous a annoncé un KP6. Quand c'est en KP5, si jamais, c'est potentiellement observable dans le nord de la France. Les gens qui sont en Belgique, ils ont pu les observer. Donc c'est vrai que ce sont des choses comme ça à guetter, mais on ne peut pas le prédire une semaine avant. Ça veut dire qu'on va avoir l'éruption solaire et potentiellement dans les 24 heures, 48 heures. Voilà, c'est vraiment très rapide. Donc il faut rester un petit peu attentif sur les groupes dédiés. Moi je regarde sur auroramania.com, je vous mets le lien en dessous. Vous êtes beaucoup sur les groupes, si vous suivez un petit peu, si vous êtes attentif sur l'activité solaire, vous êtes nombreux à avoir vu l'information. Ils en ont même parlé dans les journaux le dimanche pour dire potentiellement cette nuit aurore boréale visible. Voilà, donc par contre j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disaient qu'ils ne les voyaient pas. Donc à l'œil nu il faut favoriser un ciel sans pollution lumineuse, mais en photo à mon avis ça a dû bien ressortir. Elles apparaissent non pas comme ceci, vertes, elles apparaissent rouge et rose, potentiellement violette. Oui, j'ai mes cheveux couleur aurore boréale. Donc ça, c'est des petites choses comme ça à guetter. Donc c'est vrai qu'en ce moment, l'activité solaire, il est quand même intense. Surtout que je suis tech parce que dimanche dernier, Philippe, il a emmené sa lunt. Philippe, il a acheté une lunt. Je suis assez jalouse. Il y avait des nuages. Donc on a eu des éruptions solaires. Il a emmené la lunt. Et on n'a pas pu sortir le matos parce que c'était tout nuageux. Je suis trop deg. Oh là là, je suis trop triste. Bon, c'est pas grave, ce n'est que partie remise, hein, n'est-ce pas Philippe? Je sais que tu me l'as dit que c'était que partie remise, mais bon, ça fout quand même un peu les nerfs. Donc voilà, il faut rester un petit peu attentif. Si vous avez des nuages, n'hésitez pas à aller voir les conférences, les différents reportages. Arte, ils font des super reportages. J'adore Arte. En plus, c'est de chez nous. Hein. Arte, ils ont une base ici à Strasbourg, donc forcément, j'adore Arte. N'hésitez pas, il y a toujours de quoi faire. Il n'y a pas que l'observation dans l'astronomie. Il y a beaucoup de choses à faire tout au long de l'année, même quand il fait moche. Souvent, c'est vrai qu'on est un peu dépité sur le fait qu'il fasse moche, mais en fait, moi, ça m'arrange parce que sinon, je passerais mon temps dehors et je profiterais pas. Alors, je n'irais pas forcément prendre du temps, 2 heures de conférence s'il faisait beau. Donc, en fait, moi, ça m'arrange qu'il fasse moche pour pouvoir justement regarder tout ça, tout ce qui se passe sur Internet, les news, James Webb, Hubble, la matière noire, les trous noirs en ce moment, là, ils sont en train de... Il y a des petites choses qui sont en train de se passer. Donc même s'il pleut, vous avez de quoi faire de l'astro. Voilà, vérifiez votre matos également. Voilà, parce que là, les beaux jours arrivent. Vérifiez la colline, vérifiez les vis, vérifiez le porte-oculaire, checkez ça. Voilà, prenez-vous une demi-journée tranquillement pour vous occuper de vos instruments. Si vous avez des montures à courroie, faut les faire tourner avant l'utilisation. Ça serait dommage de péter la courroie en soirée live. C'est le week-end de Pâques. Donc, je vous embête pas plus avec mes histoires. Moi, je vais voir là ce que je fais. Bah, en fait, ça change rien. Enfin, voilà, je sais pas. Je sais pas ce que je fais avec ça. Du coup de peinture. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. C'était juste passer ce petit moment avec vous. Je sais plus ce que je voulais dire, encore autre chose peut-être, mais c'est pas grave. La comète. La comète. Avant de vous quitter, la comète. Je l'ai pas vue. Pas encore. On a eu une trouée dans la semaine d'avant et j'ai dit à Fred, je fais viens et tout, on va place du marché à Neudorf, donc Strasbourg. Et on a pris la paire de jumelles. On s'est dit peut-être qu'on va la voir. On avait emmené le Hestia. Ouais, je vais tenter de faire la comète avec le Hestia. Parce que c'est faisable. Et en fait, on l'a pas vue. Voilà, je suis trop deg. Elle n'était pas encore très lumineuse là à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas vue. Trop de pollution lumineuse, trop basse. Et j'ai vu un Caldwell à la plage. J'ai vu C28 à côté du triangle. Je pensais même pas que je pouvais voir Caldwell 28 depuis le place du marché avec toute la lumière de Strasbourg. Donc je suis encore plus épatée. Petite paire de jumelles, la Pentax, celle que j'avais utilisée les dernières pour la comète également. Mais on attend les beaux jours. La comète, elle devrait être plus lumineuse au mois d'avril. Donc j'attends impatiemment de pouvoir l'observer. Vous êtes plusieurs à l'avoir déjà vue. Je suis trop jalouse. Je m'impatiente de pouvoir la voir. La comète Pons Brooks. Si j'arrive à la shooter
soit avec le Hestia, soit avec le Vespera, je vous ferai du coup une petite lecture, un petit podcast sur la comète parce qu'elle apparaît, j'ai trouvé un article dans un des magazines de l'astronomie de Camille Flammarion de 1953, donc la dernière fois où elle est passée. Et c'est pas un gros article, c'est un petit article, mais ça fait quand même, du coup, ça fera quand même une petite vidéo sympatoche. Tout ça pour dire, je vous souhaite de passer un excellent week-end de Pâques. Fêtez bien, allez bien chercher les œufs. Si vous cherchez les œufs. Et je vous dis à la prochaine. Bon week-end. À bientôt.